Elles font la culture, un podcast pour et avec les actrices et acteurs du monde de la photographie. Je suis Véronique Prugnot. Bonne écoute. Bonjour Laetitia Le Fur. Bonjour Véronique. Je suis ravie de te recevoir Laetitia pour ce deuxième épisode du podcast d'Elles font la culture. Nous allons un peu parler de ta pratique, mais on va surtout nous intéresser à ton parcours en tant qu'artiste et photographe qui a réussi à concilier le travail personnel et le travail de commande. Alors si tu veux bien, on va commencer dès le début. Où est-ce que tu as grandi et dans quel environnement familial ? Alors j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, je suis née à Saint-Denis, j'ai grandi à Villetaneuse, dans un environnement assez modeste, une famille assez modeste, où il y avait un peu de culture quand même. Mais voilà, qui me prédestinait pas en tout cas à faire des études artistiques et de changer de milieu un jour ou l'autre. Et pourtant, tu, effectivement, as fait les études aux Beaux-Arts de Tours pour étudier d'abord la peinture et non pas la photographie. Alors, qu'est-ce qui t'a amené vers la photographie ? C'est vrai que je suis rentrée aux Beaux-Arts de Tours, j'ai passé le concours exprès dans cette école parce que c'était encore l'un des rares bastions de la peinture à cette époque-là. Alors maintenant, c'est vrai que la peinture est revenue à la mode. Dans les années 90, la peinture était devenue un peu ringarde. Et voilà, donc Tours, les Beaux-Arts de Tours conservaient encore un enseignement, enfin des professeurs qui tenaient bon au niveau de la peinture. Je suis rentrée là-bas pour faire de la peinture et je suis ressortie en faisant de la photo. Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Peut-être une déception au niveau des professeurs de peinture. Peut-être que j'ai accepté le fait de ne pas être un génie en peinture. Ça, c'est très difficile à accepter. Et surtout, j'ai découvert la photographie grâce à Valérie Belin, qui était mon professeur à cette époque-là. Peut-être que j'ai trouvé vraiment du plaisir dans cette pratique et une certaine liberté que j'avais plus, enfin que je ne rencontrais plus en peinture. Et voilà, elle m'a donné confiance. Qu'est-ce qui a fait le déclic en fait avec Valérie justement ? Parce que Valérie a le même parcours quelque part. Elle a commencé aussi avec la peinture, en tout cas avec autre chose que la photographie. Elle y est arrivée après, en fin d'études. Et pourtant, vous avez quand même quelque part la même sensibilité artistique. On retrouve chez vous l'affluence de la peinture, bien sûr, l'importance de la nature, le rapport à la couleur, la représentation de cette beauté, cette étrange beauté qui incarne vos œuvres. Oui, alors c'est marrant parce que je le réalise ça depuis vraiment très peu de temps. C'est vrai que j'ai toujours aimé son travail. Sans le vouloir, finalement, oui, je me suis attachée quasiment à la même thématique. En revanche, on a une façon de la montrer qui est très différente. Nos travaux se ressemblent absolument pas. Mais on est peut-être préoccupés par les mêmes choses et on est peut-être sensible aussi aux mêmes choses. C'est-à-dire, avant tout, inventons la peinture, l'histoire de l'art et ce qui nous a construite en tant qu'artiste. C'est une belle rencontre qui t'a donc permis, comme tu dis, de te libérer de quelque chose. Tu disais d'ailleurs, j'entendais dans un autre podcast, ne pas avoir ta place dans l'histoire de la peinture. Tu sentais qu'il y avait plus de liberté, en tout cas avec le médium de la photographie. Je pense que c'est très difficile la peinture. C'est pas une histoire de technique, vraiment pas. Il faut énormément de travail. Je pense que quand on arrive aux Beaux-Arts, on a 18, 19 ans, enfin voilà, et on n'est pas terminé du tout. Moi, je pense que j'étais vraiment pas assez mature et c'était beaucoup trop tôt. Et après, il y a des très bons peintres jeunes. Moi, c'était pas mon cas, donc je me suis perdue en fait, parce que j'ai manqué de talent. À ce moment-là, et la photographie est un médium plus simple, plus direct. Qu'est-ce qui t'intéresse en particulier dans la photographie ? Cette immédiateté et en même temps que ce soit un médium malléable, c'est-à-dire que je puisse retravailler ensuite, mais il y a une matière première qui est là et qui arrive rapidement en fait. Tu sors des Beaux-Arts en 98, si mes renseignements sont bons. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comment tu abordes le marché du travail ? Parce qu'on est vraiment dans le marché du travail, même en tant qu'artiste. Est-ce que tu privilégies ton travail personnel ? Est-ce qu'en même temps, il faut manger ? Comment tu fais ?
Oui, alors je n'avais pas les moyens d'alimenter mon travail personnel et de ne pas travailler. Enfin, j'ai commencé par faire des stages d'ailleurs dans l'agence Métis et dans l'agence Magnum, qui m'ont appris beaucoup. J'étais assistante iconographe chez Métis, j'étais l'assistante d'Agnès Cyr chez Magnum. Donc j'ai fait ça pendant 3 mois, 6 mois en stage. Je travaillais le soir. Très tard, voilà, je faisais des enquêtes pour la Sofresse. Et c'était voilà, difficile de mener ces deux choses-là en même temps. Et au bout d'un an, j'ai pris un poste d'éditrice photo. Rapidement, je suis devenue directrice artistique. Et donc, je me suis occupée pas mal des photographes pendant 3 ans. Donc, je gagnais plutôt correctement ma vie. J'avais même négocié un 4/5e. Pour pouvoir te consacrer un peu plus. Exactement. Et en parallèle, j'ai fait mon dossier photo. Je savais que je voulais être photographe. Donc, tu n'avais pas perdu ça en vue. Non, le salariat ne me rendait pas spécialement heureuse, même si c'était pas un travail inintéressant du tout. J'ai préparé mes arrières, c'est-à-dire que j'ai fait mon dossier photo les week-ends, les vacances, enfin, dès que je pouvais. Je produisais énormément de photos. Et puis, j'ai rencontré mon premier agent. Marie Valla. Non. Ah. Elle s'appelait Cécile Naudin à cette époque. Une autre femme. Une autre femme qui a cru en moi, mon travail, et puis qui m'a donné ma chance. Et très vite, j'ai fait mes premières publicités. Alors, ma première pub, c'était pour France Télécom. Voilà, donc j'ai enchaîné après. J'en ai fait pas mal. Il y a eu quelques années un peu difficiles à cette époque-là, enfin, ou quelques mois difficiles, mais globalement... On est quoi dans les années... C'était en 2001. Je crois que j'ai plaqué ce travail en 2001. Donc depuis 23 ans. D'accord. Je pense que les premières années de ce travail, enfin de photographe publicitaire, je n'avais pas encore compris la notion de plaisir dans ce travail. Et c'était une souffrance. Les premières années, c'était un stress permanent et une contradiction. C'est-à-dire que j'avais quand même des velléités à devenir artiste. Et en même temps, une réalité qui était de répondre à ces commandes et puis de faire rentrer de l'argent pour manger, pour ensuite nourrir mes enfants, etc. Voilà, j'étais dans cette dualité. Et jusqu'au moment où j'ai compris, comme ça, d'un seul coup, je ne sais plus pourquoi, qu'il fallait absolument que je trouve du plaisir, en fait, que je prenne du plaisir à faire ces commandes. Et en fait, je me suis fixé un objectif qui était chaque jour de faire au moins une photo pour moi. Quel que soit le contexte, ça pouvait être pendant cette prise de vue publicitaire, ailleurs. Enfin, voilà, il fallait au moins que je sois contente d'une image chaque jour. Voilà, et au fur et à mesure de faire cette démarche-là, en fait, le plaisir est arrivé. Et c'est vrai que tu es une personne aussi très humaine, très dans la douceur. On sent un peu une fragilité aussi, peut-être. Souvent, je lis que tu as un manque de confiance, encore une fois, vis-à-vis de la peinture, mais aussi... c'est Laura Serrani aussi qui l'exprime dans une préface d'un des livres. Elle t'a libéré de quelque chose aussi. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a empêché à un moment donné dans ta vie? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose en tant que femme, même photographe, qui a ralenti quelque part ton travail personnel ou le sens de ton parcours? Oui, il y a une histoire de confiance aussi, c'est-à-dire qu'on court beaucoup après le travail et c'est très facile de mettre sa vie artistique de côté, voilà. Et pour la faire ressurgir, il faut beaucoup de force, beaucoup de détermination, beaucoup de temps et être bien entouré. Je crois que c'est vraiment des mains tendu qu'il faut absolument savoir prendre. C'est difficile d'y arriver seul, en fait. Voilà. Tes moments de rencontre ont vraiment jalonné des temps forts dans ton parcours. Tu disais tes agents. Je parlais tout à l'heure de Laura Serrani. Je pense que ça a été quelqu'un, enfin j'ai l'impression que ça a été une personne aussi qui t'a permis de construire ta série sur la mythologie. Que c'est quelqu'un qui t'a permis d'assumer en fait cette série. C'est exactement ça. Elle m'a libérée, enfin elle m'a permis d'assumer le fait de m'intéresser à la mythologie grecque. Je trouvais ça complètement ringard. Et en fait, elle m'a dit, mais non, c'est intéressant, vas-y. Tout le monde ne le sait pas vraiment, mais en tout cas dans la mythologie, c'est mon compagnon que je photographie.
qui est d'ailleurs lui aussi est une aide précieuse de le voir travailler, de le voir oser pousser des portes, de le voir assumer autant de choses. C'est vraiment cette notion de oser. Je pense que la génération qui vient, enfin, voilà, les plus jeunes osent beaucoup plus cette audace. C'est vraiment une bonne chose, enfin. Alors, je reviens un peu sur ton parcours. En 2019, tu deviens ambassadrice de l'ECA. Est-ce que ça marque ton entrée dans le marché, on va dire, artistique de la photographie? En fait, c'est le prix que j'ai eu, le prix Alpine Leica en 2018, plus tôt, qui m'a permis cette entrée un peu cette légitimité. Ça a été ton premier prix. Ouais, c'était mon premier prix. Et en plus, il m'a été décerné alors que je montrais vraiment pas mon travail. Ce travail, d'ailleurs, se présentait sous la forme d'un journal. Donc, c'était toujours cette même idée, en fait, d'une image par jour qu'il fallait que je réalise. Et donc, j'ai fait ça pendant des années. Ah oui, donc ça a porté ses fruits. Ouais, exactement. C'est vrai. Je le faisais pour moi. J'avais quand même l'ambition d'en faire quelque chose, mais c'était la première fois que je concourais pour un prix. Et donc après, les prix s'enchaînent. Tu as eu le prix Fenêtre ouverte de la MEP en 2020, la Grande Commande de la BNF en 2022, le prix Paris Je t'aime Photo Days en 2023, et puis les résidences aussi. Résidence à Planche Contact de Deauville en 2020, au festival Incadaques en 21 et au festival de Vichy Portrait en 23. Est-ce que ça a été pour toi le début de ce chemin enfin vers ce travail personnel que tu initiais depuis déjà un bon bout de temps et qui te permettait enfin d'éclore? Exactement, parce qu'il m'a fallu 15 ans, oui, pour avoir envie aussi de me reconfronter au milieu de l'art, au monde de l'art. Il faut avoir des choses à dire, et des choses à faire. Enfin, il faut avoir du temps. C'est beaucoup de travail. Et surtout parce que je continue à travailler dans la publicité aussi. Que tu assumes totalement. Que j'assume totalement. Enfin, et surtout, surtout que les projets sont de plus en plus intéressants, en fait. Développer un travail artistique permet, en fait, d'orienter les marques vers ton univers. Ouais, vers mon univers. Et donc maintenant, c'est souvent des projets sous forme de carte blanche ou en tout cas, j'ai beaucoup plus de liberté, c'est beaucoup plus agréable. Je le citais tout à l'heure, tu as publié ta première monographie en 2020 avec Rue du Bouquet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette rencontre avec l'éditrice et ce travail que vous avez fait ensemble pendant 2-3 publications en fait? J'adore collaborer avec Samantha. En fait, en 2018, justement, quand j'ai eu le prix Leica, elle m'a contactée et c'était une maison d'édition très jeune et que je venais de découvrir. Et de ce que j'en avais vu, je me disais, si un jour je publie un livre, j'aimerais que ce soit avec elle. Et vraiment, une semaine après, elle m'a appelée. Je revenais pas. Je trouvais que c'était une très belle coïncidence. Et on a mis un peu de temps pour sortir le livre parce que moi, je voulais vraiment sortir mon premier livre avec une série dont j'étais fière. Et donc voilà, j'ai voulu qu'on prenne notre temps. Samantha aussi, d'ailleurs, était d'accord avec ça. L'aventure éditoriale, ça t'a plu? Est-ce que c'est un autre format, une autre approche? Ouais, mais c'est vraiment... c'est presque une finalité, le livre. Enfin, c'est l'objet qui reste. On a pris le temps de les travailler, ces objets, et qui nous plaisent vraiment. Oui, il y a vraiment un travail collaboratif entre vous trois. Tu es maintenant chez Florence Moll, FMA. Est-ce que tu réussis aujourd'hui à concilier ton travail artistique et ton travail plus publicitaire, lequel, j'imagine, rémunère mieux que forcément l'artistique? Alors oui, j'arrive à concilier les deux. C'est une histoire d'organisation. Les projets publicitaires deviennent de plus en plus intéressants. C'est des projets que j'ai plaisir maintenant à montrer. C'est vrai qu'avant, j'ai jamais communiqué sur mon travail commercial. En France, c'est un peu tabou, quoi. Mais disons que c'est dans le milieu artistique qu'on peut pas trop dire qu'on fait des commandes, parce que à l'inverse, ça pose aucun problème. Oui, au contraire. Juste comme ça, comment tu pourrais décrire ton travail? Moi, je vois des couleurs, je vois du flash, beaucoup de nature. Comment tu pourrais décrire simplement? J'ai pas envie d'être figée non plus dans un style d'image. C'est vrai que la couleur est très importante pour moi, mais je vais présenter un travail prochainement dénué de couleurs. Parfois c'est au flash, parfois c'est en lumière naturelle,
Parfois, c'est de la nature, parfois, c'est de l'humain, parfois, c'est de la nature morte. J'aime bien, en tout cas, naviguer dans différents sujets et différentes façons de faire. J'aime me promener, en fait, toujours sur cette limite entre réalité et fiction. Toujours être à la frontière de la réalité et de la fiction. Alors, justement, en tant que femme artiste, est-ce que toi, tu as ressenti des injustices en tant que femme ou des difficultés particulières qui auraient entravé un peu ton parcours? J'ai jamais ressenti ça de façon directe. C'est vrai, quand je suis tombée enceinte, j'ai eu du mal à travailler. Au deuxième rendez-vous, quand ils me voyaient arriver avec un énorme ventre, d'un seul coup, le projet n'existe plus. Bon, voilà, ça m'est arrivé pas mal de fois. Je ne défends pas cette idée, mais peut-être que ça se comprend parfois. Pendant des années, quand même, ce que je voyais dans les festivals, c'est-à-dire que c'était quand même 80-90% des hommes. Dans les galeries, c'était surtout des hommes artistes qui étaient représentés. On ne se sent pas du tout représenté. Donc là, les choses sont quand même nettement en train de changer. Parfois, d'ailleurs, de façon peut-être peu naturelle. Il faut marquer un peu les esprits en disant que les femmes ont leur place. Je n'arrive pas à savoir si ça me plaît ou pas, ça. Moi, je suis quand même pour la mixité. Pour une égalité des chances, voilà, que ce soit sur le talent, enfin que ce soit au talent. Et moi, je suis convaincue que les femmes ont autant de talent que les hommes. Et c'est tout à fait logique qu'il y ait autant de femmes. Après, on n'est pas obligé d'avoir des quotas, enfin, de façon totalement égalitaire. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, que les femmes ne soient pas sous-représentées, ni dans la presse, ni dans les prix, ni dans les festivals, enfin, voilà. Qu'elles soient aussi présentes que les hommes. Mais pour changer ses regards, parfois il faut quand même faire un peu de forcing, justement. Oui, ouais, mais ça, j'en ai conscience et je trouve ça normal. Je pense que ça va être comme ça encore quelques années et puis les choses vont s'équilibrer. Je me rendais compte que tu avais beaucoup de femmes quand même qui étaient dans ton entourage, à commencer par Valérie Belin, qui a été quand même un vrai déclencheur dans ta carrière de photographe. Tes trois agents photographes, ton éditrice, Laura Serrani. Et je repense au précédent épisode dans lequel, le podcast qu'on a fait précédemment avec Camille Lévesque, qui évoquait le fait qu'elle avait été contactée à 95% par des femmes uniquement et très peu d'hommes. Donc il y avait quand même cet esprit de sororité quelque part qui existait, qui émanait des femmes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'on doit pour autant en tirer une conclusion Oui, je pense que cette notion de sororité est primordiale. En fait, il faut qu'on s'accroche à ça, nous, les femmes, parce qu'elle existe chez les hommes. Et je vois pas pourquoi, voilà, on aurait honte de ça. Je pense que c'est important de s'agglomérer un peu entre nous et d'être sympa entre nous. C'est-à-dire de s'accepter, d'avoir cette bienveillance, voilà, et l'envie de travailler ensemble. Ça, je pense que c'est la clé de l'évolution aussi de cette société. Avec le recul, que conseillerais-tu à une jeune femme qui se lance dans la carrière de photographe? Et je vais même aller plus loin, il y a une femme qui atteint ce qu'on appelle l'âge un peu le plafond de verre, c'est-à-dire la quarantaine. Est-ce que tu as un conseil particulier à ces deux étapes un peu clés, le début de carrière et la mid-career, comme on dit? Moi, je rencontre souvent des jeunes femmes et j'ai plaisir à regarder leur portfolio, à échanger avec elles, à donner des conseils quand je peux, quand j'ai le temps. Ce que je dis, c'est qu'il faut travailler. Il n'y a pas d'autre. Enfin, c'est vraiment la chose primordiale. C'est vraiment le travail. De se concentrer vraiment, mais dans le sens vraiment se concentrer sur ce qu'on a envie de dire et où on veut aller. Voilà, je pense qu'il faut avoir cette vision-là de ce qu'on est, ce qui nous constitue, ce qu'on souhaite voir et là où on veut aller. Ensuite, pour une femme en milieu de carrière, que je dirais, c'est de continuer à creuser son sillon. Voilà, et tout en... Je pense qu'il faut aussi être très curieux, se nourrir, quoi. Il faut vraiment se nourrir énormément, attraper tout ce qu'on peut attraper et être conscient de ce qui existe aussi, voilà. Alors, on va terminer avec tes prochaines actualités pour être vraiment dans le concret. Tu reviens de Photo London. Je reviens de Nantes.
Ah, alors tu reviens de Nantes. Et qu'est-ce qui s'est passé à Nantes? À Nantes, j'expose mine de rien au Centre d'art Claude Cahun, issu de la Grande Commande. Voilà, c'est pas exactement dans le centre d'ailleurs, c'est dans le jardin du Grand Blotreau. Cette même expo sera à Clermont-Ferrand, à l'hôtel de Fonfred. Tu as un moment important de ta vie où on sent bien qu'il y a plein de projets qui se réalisent, des livres, des prix. Comment tu vois, allez, les 10 prochaines années? Je les souhaite exactement comme ces dernières, à vrai dire. C'est vrai que je me sens plutôt épanouie, contente de pouvoir partager ma vie avec ces deux modes de fonctionnement. Voilà, parce que je trouve que l'un nourrit l'autre et vice-versa. C'est-à-dire que ce que j'apprends en commande, qui sont parfois très techniques, influe sur mon travail personnel et inversement. Enfin, les choses communiquent et c'est très bien comme ça. Oui, tu as trouvé le bon mécanisme, enfin le point d'équilibre en fait. Et puis voilà, continuer de faire des livres, ça c'est important, continuer de montrer mon travail. Enfin, voilà, non, oui, c'est vrai, ça va bien. Bon, écoute, tant mieux, mais pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Merci beaucoup, Laetitia, pour ce témoignage et voilà, de transmettre ton parcours, tes conseils. C'est important et encore une fois, bravo pour tout ce que tu fais. Merci. Elles font la culture, c'est un podcast du ministère de la Culture réalisé par l'équipe de la plateforme Elles font la culture. Suivez notre actualité sur notre site et nos réseaux sociaux.